Et si l'Afrique n'était plus à la remorque de l'Occident, mais en train de changer le jeu mondial? Imaginez un instant. L'Occident s'alarme, le tonnerre gronde dans les chancelleries, car le centre de gravité du pouvoir mondial pourrait bien être en train de basculer. Ce n'est pas une théorie du complot, mais le résultat d'alliances concrètes, signées en toute discrétion et révélées par une réalité explosive. 46 pays africains ont aujourd'hui signé des contrats militaires avec la Russie, pour une valeur de 4 milliards de dollars. Ce chiffre inédit dans l'histoire moderne fait vaciller les certitudes occidentales, habituées à voir l'Afrique comme une zone d'influence passive, une arrière-cour politique et économique. Mais l'Afrique de demain ne demande plus la permission. Depuis des décennies, les puissances occidentales dictaient la marche à suivre, imposaient leurs normes, distribuaient l'aide à condition de rester obéissant. Aujourd'hui, ce schéma s'est brisé. L'Afrique choisit ses alliés, négocie ses conditions et impose ses priorités. En s'alliant avec la Russie, le continent ne se contente pas de chercher une alternative. Il affirme sa volonté de souveraineté et de respect sur la scène internationale. Mais ce rapprochement inquiète profondément l'Occident. Derrière les discours sur la sécurité régionale ou la lutte contre le terrorisme, c'est la peur de perdre le monopole de l'influence militaire, économique et culturelle qui domine. La vraie des questions n'est donc pas de savoir si l'Afrique se soumet à une nouvelle tutelle, mais si ce partenariat marque enfin le début d'une émancipation réelle ou s'il cache une nouvelle forme de dépendance. Le choix est crucial. Saisir ce tournant, c'est s'offrir la possibilité de sortir définitivement de la dépendance et de reprendre le contrôle des ressources, du récit, de la destinée africaine. Mais ignorer le sens de ce moment historique, c'est risquer de rester prisonnier d'un vieux système figé et inégal, qui ne sert plus les intérêts du continent. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter l'histoire complexe des relations entre l'Afrique et les puissances étrangères. Revenons sur ces décennies de liens étroits, d'influences croisées et de ruptures parfois brutales. Pourquoi l'Afrique, riche en or, en pétrole, en uranium, reste-t-elle dépendante des autres puissances depuis tant de décennies? Cette question dérange, car elle révèle un paradoxe criant. Le continent le plus doté en ressources naturelles du monde demeure celui sur lequel pèsent encore le plus de chaînes invisibles. Pour comprendre, il faut remonter au colonialisme. D'abord, c'était la domination politique brutale, des drapeaux étrangers plantés sur des terres africaines, des frontières dessinées au service des intérêts européens, pas de ceux des peuples. Mais quand les indépendances sont arrivées, l'histoire n'a pas vraiment changé. La botte a laissé place à la banque, la colonisation s'est muée en dépendance économique. L'Occident a vite proposé son partenariat. Base militaire, aide financière, soutien diplomatique, mais tout cela venait avec des conditions. Les aides étaient souvent liées à des réformes décidées à Paris, Londres ou Washington, rarement à Bamako, Niamey ou Ouagadougou. Les bases militaires, soi-disant pour la sécurité, servaient surtout à garantir l'accès aux matières premières et à surveiller les dirigeants. On a changé de façade, mais pas de fond. De la domination directe, on est passé aux injonctions des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Ce n'est plus la caserne qui impose, c'est la réunion d'experts et le contrat d'aide. Les règles du jeu sont toujours écrites ailleurs, loin des réalités africaines. Plus insidieux encore, la manipulation du récit. Grâce aux médias occidentaux, à la diplomatie et à des experts autoproclamés, on perpétue l'idée que l'Afrique n'est pas capable de se gouverner elle-même, qu'elle a toujours besoin d'un grand frère pour la guider. Les vraies raisons de la pauvreté sont maquillées, l'histoire officielle efface les responsabilités extérieures. Mais attention, continuer sur cette voie, c'est condamner l'Afrique à n'être qu'un fournisseur de ressources pour les autres, jamais une puissance maîtresse de son destin. La dépendance économique et militaire façonne non seulement le présent, mais aussi l'image de soi et la place du continent dans le monde. Tant que cet héritage n'est pas brisé, c'est l'avenir qui reste confisqué. Pourtant, récemment, quelque chose s'est brisé dans cette dynamique. Un vent nouveau souffle sur le continent et les anciennes règles commencent à vaciller. Aujourd'hui, ce vent de révolte et de volonté d'indépendance prend une forme inédite. De nouveaux partenaires, de nouvelles alliances et un rapport de force qui change enfin. Qu'est-ce qui a poussé l'Afrique à tourner le dos à l'Occident? La déchirure ne s'est pas faite en un jour. Après des décennies d'ingérence et de promesses jamais tenues, certains pays africains ont décidé de dire stop, ouvertement et fermement. Regardez le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Ces nations ont expulsé sans détour les bases militaires occidentales, affirmant haut et fort leur refus d'être surveillées et contrôlées à distance. Ce n'est pas un simple coup de tête, mais une réponse à un sentiment profond d'humiliation et de frustration.
L'Afrique en avait assez de se voir imposer des conditions, des leçons de morale ou des modèles qui ne lui ressemblent pas. Dans cette brèche, la Russie s'est engouffrée, mais avec une approche radicalement différente. Pas de sermon sur les droits humains, pas de conditionnalités impossibles à remplir. Moscou propose du concret. Transfert de technologie, formation militaire, coopération sécuritaire et surtout une reconnaissance de la souveraineté africaine. Cette nouvelle alliance ne s'est pas bâtie sur le hasard. L'Afrique a compris que ses ressources, minerais, énergie, terres rares, ne sont plus une faiblesse mais un levier de négociation immense. Au lieu de les brader en échange d'aides conditionnées, ces pays veulent désormais en faire un atout pour imposer leurs propres règles et exiger du respect. Les contrats signés avec la Russie ne visent pas à rallumer des conflits ou à déclencher de nouvelles guerres. Ils cherchent au contraire à offrir l'autonomie militaire et technologique nécessaire pour que chaque pays puisse défendre ses intérêts, protéger ses populations et se projeter dans l'avenir sans tutelle étrangère. Ici, chaque pièce d'équipement, chaque session de formation, chaque usine de maintenance compte. Il s'agit non pas de dépendre d'un nouveau maître, mais de bâtir enfin une indépendance réelle, tangible. Ce que l'Occident perd dans ce grand basculement, bien plus que des bases ou des marchés. Il perd le contrôle sur les décisions stratégiques africaines, il perd une rente symbolique qui plaçait l'Europe et l'Amérique comme arbitres permanents du destin du continent. Il perd surtout cette influence invisible, ce pouvoir de fixer les règles du jeu, d'imposer des sanctions, de décerner ou de retirer le label de bonne conduite. L'Afrique, pour la première fois depuis des générations, a la possibilité d'écrire son histoire selon ses propres termes. Mais cette quête d'autonomie n'est pas sans risque. Tant que les pays africains restent dépendants de l'extérieur, ils restent vulnérables au chantage, aux sanctions et aux déstabilisations venues d'ailleurs. L'enjeu est existentiel. Il s'agit de se donner les moyens de résister aux pressions et de garantir la stabilité pour les générations futures. Alors, ce nouveau partenariat russo-africain est-il la promesse d'une Afrique véritablement souveraine? Peut-il vraiment renverser le vieil ordre mondial? Regardons de plus près comment ce jeu d'alliance redessine la carte du pouvoir international. Explorons ensemble ce que ce changement d'alliance apporte concrètement à l'Afrique et comment il bouleverse l'ordre établi. À quoi ressemble une Afrique qui se défend elle-même et négocie d'égal à égal? Imaginez un continent où, pour la première fois depuis des générations, les décisions de défense ne se prennent plus à Paris, Londres ou Washington, mais à Bamako, Ouagadougou et Kinshasa. Une Afrique où la sécurité et la souveraineté ne sont plus des promesses faites par d'autres, mais des réalités construites par et pour les Africains eux-mêmes. La première grande transformation, c'est l'émergence d'une doctrine de défense africaine. Les armées du Sahel, jadis dépendantes des équipements occidentaux, organisent désormais des formations conjointes avec leurs partenaires russes. Les généraux maliens, burkinabés et nigériens s'entraînent côte à côte, échangeant savoir-faire et stratégies adaptées au terrain africain, loin des manuels dictés par l'OTAN. On voit des centres de formation surgir à travers le continent où la tactique, la logistique et même la cybersécurité sont repensées par des Africains pour des défis africains. Cette révolution ne concerne pas que les armes, elle est aussi culturelle. Sur les bases militaires, les drapeaux locaux flottent avec fierté. Les uniformes traditionnels, autrefois réservés aux cérémonies, sont portés régulièrement pour affirmer une identité retrouvée. Les langues coloniales reculent dans les briefings et les ordres de mission. Désormais, le mouré, le bambara ou le haoussa sont utilisés aux côtés du français ou de l'anglais, marquant le retour d'une fierté linguistique et culturelle dans l'espace public. L'impact se fait sentir bien au-delà des casernes. Dans les sphères diplomatiques et économiques, l'Afrique impose un nouveau tempo. Les négociations avec la Russie, mais aussi avec la Chine, l'Inde ou le Brésil, se font sur un pied d'égalité. Fini le temps où l'on acceptait des marchés léonins sous prétexte d'aide internationale. Les chefs d'État africains exigent désormais des transferts de technologie, des investissements directs et le respect de leurs ressources naturelles. Ce nouvel équilibre irrite et inquiète à l'Ouest. Les chancelleries européennes et américaines voient s'effondrer, jour après jour, le mythe de leur supériorité. L'argument du modèle occidental ne fait plus recette. Les médias occidentaux multiplient les unes alarmistes dénonçant un basculement dangereux proint de l'Afrique sans réaliser que le vrai danger, pour eux, est ailleurs, un continent qui n'a plus besoin de leur approbation. Pour la jeunesse africaine, cette mutation est un électrochoc. Nourris pendant des décennies au récit de l'insuffisance, des millions de jeunes découvrent une confiance nouvelle. On n'attend plus le sauveur extérieur.
Les universités, les startups, les artistes puisent dans cette énergie pour créer, innover, penser un avenir décolonisé. L'esprit du panafricanisme renaît, modernisé, pragmatique et conquérant. Mais cette émancipation n'est pas sans risque. Le pari est immense. Si l'Afrique réussit à consolider ses alliances et à imposer sa voix, elle pourrait enfin tenir les rênes de son destin pour un siècle. Mais si ce nouvel élan échoue, les vieux démons de la division et de la dépendance pourraient m'en revenir, plus puissants et plus sournois encore. L'enjeu, c'est de savoir qui, demain, écrira l'histoire et fixera les règles du jeu. Concrètement, que peut-on apprendre de cette mutation pour l'avenir du continent ? Jusqu'où cette nouvelle autonomie peut-elle transformer la société africaine ? Regardons maintenant comment cette révolution silencieuse inspire tous les pans de la société africaine, de l'économie à la culture, et ce que cela annonce pour la prochaine génération. Que révèle ce basculement sur la vraie nature de la souveraineté ? C'est bien plus qu'un simple changement de drapeau ou de partenaire. La souveraineté, c'est avant tout la capacité d'un peuple à décider, à maîtriser ses outils, ses armes, ses ressources, sans attendre la validation d'autrui. L'expérience récente le montre avec force. L'importance de la maîtrise technologique et militaire est centrale pour la véritable autonomie. Tant que l'Afrique dépendait de technologies importées, de formateurs extérieurs ou de bases étrangères, l'indépendance restait un mot creux. Aujourd'hui, la coopération avec la Russie ouvre l'accès à des équipements, à des formations, à un transfert de compétences. Ce sont les bases concrètes d'une autonomie retrouvée. Savoir entretenir, réparer, inventer, produire, défendre. Mais il y a un autre basculement, peut-être le plus décisif, celui de la psychologie. La rupture la plus profonde n'est pas seulement géopolitique, elle est intérieure. Désormais, plus besoin de permission, plus besoin de consulter Paris, Washington, Londres avant d'agir. Cette liberté psychologique, ce refus d'attendre une autorisation, c'est le début de l'émancipation réelle. L'Afrique n'est plus un élève qui attend que le maître la corrige. C'est aussi là que la Russie se distingue. Contrairement à d'autres puissances qui imposaient leurs agendas, Moscou propose une vraie relation de partenaire à partenaire. Les discussions sont directes, les conditions transparentes. Il n'est plus question d'assistanat, mais de co-investissement, de projets développés ensemble, avec une logique de transfert de savoir-faire. Ce modèle encourage la souveraineté et la responsabilité, plutôt que la soumission et la dépendance perpétuelle. Mais attention, l'émancipation ne se construit pas sur la haine de l'autre. Elle grandit à partir de la confiance en soi. Refuser d'être infantilisé ne signifie pas à l'inverse rejeter tout ce qui vient d'ailleurs. Il faut apprendre à dialoguer, à sélectionner ses alliances, à s'ouvrir sans se vendre. La vraie victoire, c'est celle de l'estime retrouvée, du courage de dire non sans colère et de dire oui sans complexe. Pour l'Afrique, cette période est une chance historique, mais le danger est réel. Si le continent ne saisit pas l'opportunité de cette nouvelle liberté, il risque simplement de changer de tutelle, d'échanger une dépendance contre une autre. Il ne suffit plus de dénoncer l'ancienne domination, il faut construire chaque jour l'autonomie en actes et en institutions. C'est une leçon pour tous les peuples, pas seulement africains. La souveraineté exige du courage, de l'inventivité et la volonté de s'affirmer sans attendre l'approbation du monde. Rester spectateur, c'est accepter d'être dominé. Prendre l'initiative, c'est écrire son propre destin. Mais tout ce nouvel équilibre soulève une interrogation brûlante. Le reste du monde est-il prêt à accepter l'Afrique comme son égale, ou bien continuera-t-il à la regarder à travers le prisme du passé ? Et si l'Afrique n'avait jamais eu besoin d'être sauvée, mais seulement d'être écoutée ? Voilà la question que chacun de nous devrait se poser aujourd'hui. Car pendant trop longtemps, l'histoire du continent s'est écrite à travers les discours des autres, à coups de récits tronqués d'urgence, de paternalisme. Mais ce temps touche à sa fin. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un slogan. L'Afrique s'affirme, se relève et réécrit ses propres règles, portées non par le bruit, mais par la conviction tranquille que sa voix compte enfin. Ce sont les choix africains, stratégiques, assumés, réfléchis, qui redessinent la carte des alliances, et non les injonctions venues d'ailleurs. Aujourd'hui, ignorer cette Afrique nouvelle, c'est fermer les yeux sur le prochain chapitre de l'histoire mondiale. Le monde qui s'obstine à regarder l'Afrique comme un pion va, sans le savoir, rater la naissance d'un centre de gravité inédit qui attire déjà les regards et force les puissants à changer de posture. Nous, observateurs ou acteurs, avons tous une responsabilité. Rester figé dans les vieux schémas, c'est accepter la répétition d'un scénario d'échec. Mais écouter l'Afrique, c'est comprendre que le continent ne réclame ni charité, ni tutelle, mais le droit élémentaire de débattre, de décider et de rêver à sa façon. Des centaines de millions de vies dépendent de ce moment charnière.
car sur la table, il ne s'agit pas seulement de ressources, de contrats ou de rapports de force. Il s'agit du pouvoir d'écrire sa propre histoire, sans permission ni validation extérieure. Le véritable enjeu est là. Allons-nous laisser une fois encore d'autres choisir à la place de l'Afrique, ou aurons-nous enfin l'audace de la regarder en face, de l'écouter et de la respecter dans ses décisions? La boucle est bouclée. Le choix appartient désormais à tous ceux qui, sur le continent ou ailleurs, se sentent concernés par la justice et la souveraineté. Ce n'est plus une question de géopolitique abstraite, mais une invitation à réfléchir, à discuter et, pour chacun, à prendre position.